Je peux vous dire quelque des chose. risques à prendre, les grèves sont des risques. La grève de 95 chez les cheminots, on n'a pas eu d'augmentation. Par contre, on a repoussé de quelques années la remise en cause de notre système de retraite. Ça, c'est vrai. Par contre, je vais vous dire, sur le moment, au moment où on a gagné, bah, on n'a rien gagné dans notre poche. Moi, je vais vous dire franchement, on n'a rien gagné. On a repoussé une échéance. Oh la vérité, c'est ça. Là, vous démotivez pas mal de gens, disons non ça. Je dis, on a repoussé l'échéance, donc on a gagné quelques années. Il dit la vérité, il dit la vérité. Non, on a gagné quelques années. Je dis voilà, que la grève est nécessaire. La vérité. Non, mais la réalité et la vérité, là, se confondent dans ce que je vous dis. C'est la grève de 95, elle a servi au monde cheminot, elle a servi aussi aux salariés normaux du régime général, de retraite, parce que ça a permis d'éviter qu'Alain Juppé mette son plan en marche en 95, mais il se trouve que ça s'est fait en 2003. Mais on a repoussé quand même l'échéance, donc c'est du temps qu'on a gagné. Donc je dis qu'on a aussi gagné là-dessus. Alors, pardon, avant de me quitter, parce que je vais devoir partir, il y avait une chose aussi à voir qui est pas forcément dans le sein même du travail, mais qui est dans le secteur des finances. Et je pense qu'il y a à transformer les structures de dérivation monétaire, parce que les formes, par exemple, de bourse, de spéculation, de tout ce qui est de la manipulation monétaire, elle est plus ou moins sans éthique et dépourvue de loi. Enfin, c'est comme s'il y avait une zone de non-droit. Et mettre des lois par rapport à ça, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, qui permettrait que l'argent, la force du travail, que les ouvriers ont fait sortir cette énergie, il faut qu'elle retourne dans les poches de ceux qui l'ont fait sortir, quoi. Voilà. Je vais vous dire, vous avez un propos de portée générale qui est très sain, qui est très vrai, moi je le partage. Maintenant, il n'y a que le rapport de force, c'est-à-dire faut que les peuples y gueulent. Faut que les peuples gueulent parce que le financier, à un moment donné, le financier, il n'a pas de patrie. Il n'a pas d'éthique et pas de patrie. Oui, c'est pour ça qu'il est sans loi ni... C'est pour ça. Il n'a pas d'éthique, il n'a pas de patrie, il n'a pas d'éthique. Donc, ça veut dire quoi? Il a peu de principes, si ce n'est que celui du profit, et ce n'est pas un principe. Donc, si les peuples résistent, si les peuples protestent, alors ils peuvent protester par le vote sanction. Il y a différentes méthodes de protestation. Les salariés peuvent faire grève, le peuple peut sanctionner les majorités en place, etc. Il y a différents moyens d'action. Moi, je crois qu'on est dans un temps très difficile parce que les marchés financiers sont en train de tuer l'économie quelque part. Je ne dis pas la bourse, je fais bien la différence entre certains marchés financiers et la bourse. Oui, puisque ceux qui produisent, ceux qui usent leurs énergies ne récupèrent pas cette énergie au bout d'un temps. Il va y avoir épuisement d'énergie. Et donc, surtout que la finance, les gens n'ont plus avoir d'énergie à donner, donc plus d'argent à donner, les banques vont s'écrouler, quoi. Puisque... Non, mais c'est surtout que l'argent ne sert plus à l'investissement dans les entreprises. Oui, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'investir dans l'entreprise. C'est aussi d'augmenter un peu les salaires pour développer la consommation. Enfin, en fin de compte, le système économique, il fonctionne parce qu'il y a des augmentations de salaire, il y a des investissements dans la machine de production, il y a des investissements dans les boîtes. C'est comme ça qu'on dégage de la valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on dégage de la richesse. Mais aujourd'hui, ce sont les marchés financiers qui fonctionnent sur eux-mêmes, en dégageant de la richesse à partir de la spéculation. Ça ne peut plus fonctionner. On est arrivé à un très haut niveau. Et je vais vous dire entre nous, les paradis fiscaux, c'est pas quelque chose de très important dans le système. C'est le système mondial qu'il faut réguler. De toute manière, l'argent n'a pas de frontières depuis déjà très longtemps. Ça circule dans les fils, c'est très virtuel. Donc il faut vraiment tenter de faire une réglementation, une régulation mondiale. Ça sera très difficile à réaliser. Moi, je souhaiterais d'abord qu'on essaie de réguler en Europe, ça serait déjà pas mal, parce que je pense que les différences fiscales entre le Liechtenstein, le Luxembourg et l'île de Man, qui dépendent quand même du Royaume-Uni, il y a quand même de sacrées différences. Donc, et je mets Monaco dans le coup. Je pense que déjà, on pourrait essayer de réguler ces choses-là, ça serait déjà pas mal au niveau européen. Il se trouve que la volonté politique, pour l'instant, il y a beaucoup plus de discours que de concrétisation.
Et d'ailleurs, les actes tracent des chemins, quoi. Exactement. Et donc, faut mettre les est-ce paroles que en ces acte. chemins vont vers la lumière ou l'obscurité? Il faut réfléchir. Enfin, voilà, il y a des questions à se poser là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Ben, je vous laisse et puis bon ben je vous écoute. Pas si c'est pas fini, quoi. Merci, c'est pas Merci. fini. Au revoir. Au Merci revoir. Bachir, merci, au revoir. Voilà, nous sommes toujours avec Rémi Offray, syndicaliste, et il est 2h06. Alors, Rémi, on a parlé de beaucoup de choses assez intéressantes. J'étais ravi de te recevoir ici et maintenant, sur 95 de FM, mais encore avec plaisir, si tu auras du temps, n'est-ce pas, pourquoi pas. Mais comme un syndicaliste, 28 ans employé chez SNCF. SNCF, il y a de temps en temps des irrégularités, on peut dire, chez SNCF. C'est-à-dire SNCF, il n'a pas pu avancer avec le temps, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on doit le mettre de côté. C'est autre chose. Mais comme syndicaliste, alors, tu penses que syndicat, la question que je te posais tout à l'heure, alors, ça ne serait pas mieux de faire les manifestations, que les gens, ils vous voient dans la rue plutôt, que faire des grèves, et puisque chaque fois qu'on fait des grèves, c'est franchement, il faut être honnête, chaque fois quand on fait des grèves, c'est une grande majorité de peuple qui a des problèmes. Oui. Et à tous les rendez-vous, surtout qu'actuellement la situation économique des sociétés, des individus, des salariés n'est pas beau, n'est pas bien. C'est-à-dire, quand on peut faire avancer des choses avec la négociation d'abord, pourquoi pas? Alors si on n'arrive pas à avancer des choses, pourquoi pas on ne fait pas des manifestations au lieu de faire des grèves? Alors, bon, l'objectif l'objectif du salarié qui se met en grève, et je vais être très trivial, c'est pas d'emmerder le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes agent de la RATP, quand vous êtes cheminot, et je le dis aussi pour l'EDF, pour transport public à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, Les airports, les avions. les aéroports. Imagine-toi qu'il y a des gens qui sont programmés leur vie. La grève, le problème de la grève, c'est que la grève, auparavant, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a 10 ans en arrière, je dirais moi une dizaine d'années en arrière à peine. À peine, peut-être. La grève, c'était l'ultime moyen de défense. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que on est poussé à faire grève. Parce que tu parlais de négociation. Avec la loi du service minimum dans les transports, tu déposes une demande de concertation immédiate, ça s'appelle une DCI, elle est RATP à la SNCF. Tu es reçu dans les 48 heures, tu poses des revendications, on va te dire non. On va te dire non, parce qu'on sait qu'après, il y aura la période du préavis de grève. Donc en fin de compte, on a créé du temps, mais qui ne sert pas à la négociation pour éviter d'aller à la grève, pour éviter de faire en sorte que les usagers subissent la grève. Donc tu déposes ta demande de concertation immédiate, tu es reçu dans les 48 heures par la direction de l'entreprise, quelle qu'elle soit. L'entreprise te dit non, surtout, parce qu'aujourd'hui c'est ça, ça se passe comme ça le dialogue social, on te dit non surtout. Tu dis moi je veux 2% d'augmentation de salaire, on va t'offrir une augmentation de salaire inférieure au coût de la vie INSEE, inférieure à l'indice INSEE. Donc si on t'offre inférieur à l'indice INSEE, t'es pas d'accord? Ah, d'accord, parce que ça veut dire que tu perds quand même encore du salaire. On te dit non. Et puis 4 jours avant la grève, tu as le dépôt du préavis de grève, enfin 5 jours avant la grève. Et là, tu es reçu dans le cadre du préavis de grève. Donc tu es reçu une deuxième fois. Et en général, on te dit non une deuxième fois. On te dit non une deuxième fois parce que le président de la République, il y a 2 ans,
a déclaré « Maintenant, quand il y a une grève en France, on s'en aperçoit même plus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un pouvoir politique et des directions d'entreprises publiques qui sont soumis au ministère, au président de la République, qui sont désignés par le président de la République. Quand tu as un pouvoir politique qui te dit en France, quand il y a une grève, on ne ressent même plus les effets de la grève, ça veut dire que pour un salarié d'une entreprise publique, quand on te répond non à la première réunion de concertation, quand on te répond non à la réunion du préavis de grève, et qu'en plus le chef de l'État, qui est censé rassembler les Français, s'amuse dans une tribune politique à dire « Maintenant en France, quand il y a une grève, on s'en aperçoit même plus », eh bien forcément, ça n'encourage pas le dialogue social. Et là, sur ce point, bien sûr que les syndicats se disent comment on pourrait faire. L'objectif des syndicats et des salariés mécontents, c'est pas de faire grève. On perd de l'argent quand on fait grève. L'objectif des salariés, c'est d'obtenir satisfaction sur tout ou partie des revendications. Ça veut dire on a une liste de choses qu'on voudrait. En général, on sait qu'on ne va pas tout obtenir, mais si on obtient tout ou partie, en tout cas une partie, il y a matière à négociation. Il se trouve qu'aujourd'hui, s'il y a des grèves, et s'il y a plusieurs grèves par an, c'est qu'à chaque fois, on nous dit non sur tout, ou sur pratiquement tout. Et qu'en plus, on a un chef de l'État provocateur qui en rajoute dans le mépris. Donc, je parle spécifiquement des entreprises publiques, mais dans le patronat, dans les entreprises privées, c'est un petit peu pareil. Il y a le chantage à la délocalisation, à la suppression d'emplois. Je veux dire, même si les salariés sont prêts, dans certaines entreprises, ils ont été prêts à abandonner, à faire un gel des salaires. Moi, je ne connais quasiment pas une entreprise qui a accepté un gel des salaires ou qui a accepté des non-suppressions d'emplois, donc qui a accepté d'éviter de licencier des gens, qui tôt ou tard n'a pas été obligé de licencier des gens ou quasiment baisser les salaires. C'est-à-dire quand on rentre dans ce schéma-là, en général, on est sur la pente dangereuse, on est sur la pente grave du déclin. C'est-à-dire que demander à un salarié une baisse de salaire contre de l'emploi, c'est une connerie incroyable. Et en général, l'entreprise, soit elle ferme, soit elle finit par licencier. Donc, on gagne un peu de temps. Alors, est-ce que ce temps, est-ce que ça vaut le coup pour geler les salaires, voire même pour les baisser, parce que certaines entreprises aujourd'hui proposent des baisses de salaire. Certaines entreprises vont plus loin. Des entreprises se permettent d'offrir des restructurations en Roumanie, payées au salaire roumain. Donc, est-ce que ces provocations, ça ne mérite pas de faire grève? Pourquoi il y a des grèves? La raison de la situation économique l'explique. Maintenant, le problème des syndicats, et c'est le problème de tous, on n'a pas trouvé un autre moyen pour se faire entendre dans une situation grave que la grève, parce que le patronat, qu'il soit privé ou public, ne comprend aujourd'hui que ce moyen-là. Et on peut faire des manifestations le samedi, c'est très difficile, à moins que tous les citoyens, qu'une grande partie des citoyens se mêlent aux salariés pour défendre par exemple la retraite. Si la manifestation un samedi est très réussie, ça peut faire pression sur les parlementaires, par exemple dans le cas de la retraite. Si elle est moins bien réussie, ça ne fera pas pression du tout. Donc le rapport de force chez les salariés, aujourd'hui, il est de plus en plus réalisé grâce à la grève. Ce n'est pas le souhait des salariés, parce que je rappelle toujours que la grève, c'est un sacrifice salarial. On perd de l'argent, et quand on a un salaire relativement modeste, c'est toujours une perte de trop. Alors, c'est-à-dire, on peut résumer, mon cher Rémi, comme quoi des manifestations, ça marche mieux que les grèves. Sauf les grèves, c'était quelle année? 1980 1995. 15, et Alain Juppé, ça c'était énorme. Oh là là. Alors, c'était énorme parce que d'abord les gens ont suivi, parce que les transports
ont bien suivi. Les gens ou les syndicats? C'est les syndicats le plus important. C'est les syndicats, bien Quand- sûr. Il Non, n'y a mais pas les gens, c'est les syndicats. non. Quand je dis les salariés, c'est-à-dire que les syndicats sont des outils. Alors, ils peuvent aiguiller, ils peuvent encourager, mais au final, c'est quand même les salariés qui décident s'ils font grève ou pas. Donc, c'est les salariés, s'ils sont vraiment en colère, ils décident de faire grève ou pas. Il y a eu un salarié sur deux de la SNCF qui ont fait grève le 7 septembre dernier, c'est qu'ils étaient très en colère. Certes, quasiment tous les syndicats appelaient à faire grève, tous les syndicats d'ailleurs appelaient à faire grève sans exception, mais enfin, il faut quand même que les salariés répondent positivement. D'où la difficulté des syndicats à s'entendre sur un mot d'ordre de grève et sur une modalité, comme ceux qui appellent à la grève générale ou à la grève reconductible. C'est facile d'appeler à la grève générale ou à la grève reconductible, encore faut-il que les salariés suivent. Donc il faut sentir l'aspiration des salariés à aller au combat social et à aller à la grève. Parce que si le syndicat appelle à la grève et qu'il n'y a personne qui fait grève, le syndicat est discrédité. Nous sommes bien d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Donc la grève, c'est un moyen pas facile à utiliser. Aujourd'hui, il est utilisé pour la grève, pour la retraite, parce que c'est un choix de société. Il y a vraiment un choix de société qui est posé, parce que les syndicats et une bonne partie des salariés de ce pays, de France, considèrent qu'avec la richesse produite, on peut maintenir l'âge légal à 60 ans, en prenant certaines dispositions sur la pénibilité. On peut agrémenter les conditions de départ en retraite, on peut améliorer la situation, on peut éviter la détérioration, parce qu'il y a de la richesse produite, parce que nous attirons les investisseurs, contrairement à ce que certains veulent faire croire, les statistiques sont là. À partir de cette richesse, on peut payer nos retraités d'aujourd'hui et de demain. Alors, on peut dire que selon tes expériences et tes informations, pourtant que je sais que tu n'es pas d'accord avec Sarkozy, est-ce que depuis 2 ans et demi, Nicolas Sarkozy a réussi mieux négocier avec les syndicats que le précédent? Puisque comme tu peux constater, l'histoire d'Alain Juppé 95, pourtant actuellement les problèmes sont tellement énormes par rapport à la demande des travailleurs de l'époque, surtout l'histoire de retraite et tout ça. Mais comme on peut constater, le gouvernement de Sarkozy a bien réussi de calmer les chefs des syndicats plutôt que les syndicalistes. Et il a réussi à affaiblir les mouvements, vos mouvements, enfin, voilà. Je crois pas. Moi, je crois que le mouvement syndical et les salariés ne sont pas affaiblis. D'abord, le président de la République... Cédés, ils sont plus cédés au pouvoir. Écoutez, il faut être raisonnable. Le problème, la demande 95 était tellement faible par rapport à ce que vous avez aujourd'hui question de la retraite. Oui. Alors, ça c'est plus énorme, plus important. Non, le mouvement de 95, c'était une vraie remise en cause des régimes spéciaux de la RATP, de la SNCF et d'autres régimes. C'était une... C'est-à-dire, c'était limité parmi quelques... Oui, mais c'était violent. Voilà. C'était violent par l'ampleur. Ouais. Par contre, ce qui est clair, moi je pense que le président Sarkozy, avec sa provocation sur les retraites, il peut être amené à jouer sa réélection. Et je pense qu'il pourrait risquer de la perdre. À savoir que c'est peut-être pas la rue qui gouverne le pays, et c'est pas d'ailleurs les syndicalistes et les salariés personne, ceux qui manifestent ne prétendent pas gouverner à la place du gouvernement. Simplement, ils disent qu'il y a une loi inique. Donc, le président Sarkozy est le chef de l'État qui a le moins d'opinion favorable à 1 an et demi de la fin de son mandat. 34%, je crois. Ou 66 ou 68% d'opinion défavorable. C'est catastrophique pour lui. Sa provocation permanente, son mépris des demandes émanant de la rue ne gouverne pas, mais même De Villepin, qui a échoué sur le CPE, se met à dire qu'il faut quand même écouter la rue, même si la rue ne gouverne pas. Mais lui, puisqu'il a des problèmes avec Sarkozy.
Oui, Ah, c'est vrai. ça c'est des trucs personnels, hein. C'est vrai. Mais Juppé aussi reconnaît qu'il avait fait une belle bêtise en 95. Il n'y a pas que De Villepin avec le CPE. De Villepin, on attend encore qu'il fasse son mea culpa par rapport au CPE, puisque le CPE était un contrat, un sous-contrat de travail, malheureusement, qui exploitait les jeunes. Ce que De Villepin n'a pas du tout compris. Il a cédé au patronat qui voulait une main-d'œuvre corvéable, une main-d'œuvre jeune assez corvéable, et qui était complètement contradictoire d'ailleurs aux conventions internationales du travail de l'OIT. Parce que licencier sans motif, c'est quand même la plus grande des injustices. Et je pense que De Villepin n'a malheureusement pas tiré la leçon de l'histoire, alors qu'aujourd'hui, il est dans une position critique qui peut être acceptable sur certains points. Acceptable sur certains points. Sur certains points seulement. Je pense que l'ancien Premier ministre De Villepin pose la question de la démocratie aujourd'hui, de la suppression des pouvoirs intermédiaires, des corps de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les syndicats, par exemple, font partie des corps intermédiaires, le Conseil économique et social, les chambres de commerce, toutes ces structures, les chambres artisanales, font partie des corps intermédiaires qu'il convient non pas forcément de ménager, mais en tout cas d'écouter. Et je pense qu'à partir du moment où le chef de l'État emploie des termes comme collaborateur en parlant du Premier ministre, lorsqu'il bouscule complètement les institutions de la Ve République, lorsqu'il méprise en laissant son ministre du Budget être trésorier du parti majoritaire, la confusion des rôles est telle que les syndicalistes sont en droit de ne pas vouloir débattre à la télévision avec M. Woerth, qui n'a aujourd'hui plus aucune légitimité politique et populaire pour parler en tant que ministre du Travail, notamment de la réforme des retraites, surtout avec le scandale que l'on connaît, que ce soit dans le cadre de l'affaire Bettencourt, que dans le cadre de l'hippodrome du champ de course de Compiègne, dont il est encore maire. Alors, Rémi Offray, est-ce que tu penses que Dominique de Villepin aura de chances assez fortes pour faire face à Nicolas Sarkozy en 2012? Surtout qu'il y a l'histoire du Premier ministre aussi, Fillon. On ne sait pas s'il va rester ou il va partir pour se préparer pour le présidentiel, puisque moi je pense que Fillon aussi sera candidat. François Fillon. Alors, De Villepin, Fillon, Sarkozy, déjà il y a deux personnes dans son camp. Toi, comme un homme de gauche, comment tu vois ces trois candidats potentiels, soi-disant? Bon, moi j'ai toujours pensé que Sarkozy, c'était une erreur de casting à la présidence de la République. Il a gagné parce il a été très malin, utilisé des slogans de gauche, des slogans populistes. Il a aussi gagné par défaut parce que je pense que Ségolène Royal n'était pas à la hauteur du défi. Donc Sarkozy a gagné aussi grâce à son opposition. Sarkozy a gagné au culot, au forceps. C'est quelqu'un de malin, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est versé dans l'excès. Et il a tellement versé dans l'excès que faut pas oublier, moi j'ai toujours tendance à dire que les Français sont l'un des peuples les plus politiques au monde. Ils sont capables de voter pour, mais ils sont aussi capables de sanctionner. Et le vote sanction peut fonctionner. Par contre, le vote sanction ne fonctionnera que s'il y a une alternative à Sarkozy. Alors De Villepin. De Villepin, il est flamboyant. D'abord, De Villepin, c'est un homme de lettres. Sarkozy, c'est un inculte. C'est-à-dire, Sarkozy, c'est un inculte. Il vient certes de Neuilly, mais je veux dire, il a critiqué la princesse de Clèves, il a critiqué certains auteurs. Ce n'est pas un érudit, ce n'est pas un homme de lettres. Contrairement à ce qu'était Giscard, et dans une plus grande mesure, le président François Mitterrand. Et Giscard d'Estaing, qui était un homme de lettres. Et Pompidou, qui était un homme des arts. C'est important d'être un homme de lettres? Oui, c'est important parce que je crois qu'à un moment donné, même si les Français ont voulu trancher justement avec la période Chirac,
ont voulu voter pour quelqu'un qui peut-être avait le culot, avait un certain culot. Je pense qu'on va, même si le président Sarkozy a désacralisé la fonction présidentielle, je pense qu'on va vouloir retrouver justement bientôt on va vouloir retrouver une certaine dignité de la fonction présidentielle. Je crois que les Français en ont assez de voir un président de la République qui est comme nous, c'est-à-dire qui est capable d'exhiber les mêmes défauts en pire. C'est-à-dire d'être plus excessif que le Français moyen que nous sommes, en fin de compte. Alors à côté de ça, on a De Villepin. De Villepin, c'est la flamboyance. C'est un mousquetaire. Vous regardez De Villepin, vous l'écoutez, c'est... Et en plus, c'est un gaulliste de la haute époque, en tout cas se présentant comme tel, parlant comme tel, certaines notions de l'État, du service public. Sauf que De Villepin, il ne faut pas oublier qu'il était dans tous les coups fourrés aux côtés de Jacques Chirac. Donc De Villepin, sa virginité politique, notamment en coups fourrés, elle est quand même relativement limitée. Mais quand même, il sait écrire, il a le talent des lettres, il parle bien, il présente très bien, c'est un homme séduisant qui présente bien. Et puis surtout, De Villepin à droite, il exprime des choses qu'une partie de l'électorat de droite aujourd'hui ressent, à savoir le m'as-tu vu, le Fouquet's, le bling-bling, la provocation. Toute une partie de la droite ressent très mal tout cela. L'autoritarisme de l'Élysée, Claude Guéant qui est un Premier ministre bis, le bouleversement, le viol permanent des institutions de la Ve République, qui a été quand même porté au fond baptismaux par le général de Gaulle. Toutes ces choses-là, ça choque une partie de l'électorat de droite. Et De Villepin porte cette parole de réaction par rapport aux actions, aux démonstrations, à la vacuité du discours de Nicolas Sarkozy. Parce qu'en dehors de discours, en dehors des rotomontades, que ce soit en Europe ou à l'ONU, le président Sarkozy, il montre plus d'impuissance. Il ose parler de l'insécurité en oubliant que ça fait 8 ans qu'il est en charge de la sécurité publique en France, soit comme ministre de l'Intérieur, soit comme président de la République. Et ça, De Villepin, il le dénonce, à juste titre d'ailleurs. Et là, point n'est besoin d'être de gauche ou de droite pour constater qu'une partie du langage de Villepin, il se justifie dans les faits. Et cette provocation, elle agace. Et dans l'électorat de droite, y compris peut-être une petite marge à gauche, peut être tentée par le discours de Villepin. La question que tout le monde se pose, en tout cas ceux qui se posent beaucoup de questions, c'est de dire De Villepin, il va aller jusqu'où? Jusqu'où il va avoir les... Allez, on va le dire, il est 2h28. Oui, tu peux le dire, allez. Les couilles. Ouais. Jusqu'où il va avoir le cran d'aller. Hein? Parce que De Villepin, il a aussi l'épée de Damoclès de la justice. Parce que son ex-copain Nicolas Sarkozy le menace là du tribunal d'exception. Donc ça, effectivement, ça peut peut-être lui faire du mal. Mais il se trouve quand même qu'il a été un petit peu blanchi au départ. Enfin, De Villepin, de toute manière, la vérité de l'affaire, c'est que il était peut-être au courant de l'affaire, peut-être pas qu'il a téléguidé, mais il a laissé faire l'affaire. Ça forcément pour emmerder Nicolas Sarkozy, parce qu'il le déteste, et je pense que le président Chirac n'avait pas d'amitié particulière par rapport au président Sarkozy. Mais De Villepin... Il ne voulait pas qu'il devienne président, là. Il avait juré de tout faire. Mais je ne sais pas s'il a tout fait pour. En attendant, il n'a pas créé... Il avait juré, mais il n'a pas pu tout faire. il a pas créé... Je pense que Jacques Chirac a été faible, enfin, a manqué de finesse là-dessus. Ouais. Il n'a certainement pas créé les conditions pour éviter que Nicolas Sarkozy soit président. Nicolas Sarkozy a été suffisamment brutal, justement, pour prendre l'UMP. Et je crois qu'en prenant l'UMP, Jacques Chirac lui laissant le contrôle de l'UMP, je crois que Jacques Chirac a fait la plus belle connerie politique de sa carrière. La seconde étant
la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, sous le conseil d'ailleurs de Villepin. Alors donc, l'avenir politique de Villepin face à Sarkozy, je pense, et c'est le moindre des paradoxes parce que j'ai dit du bien de lui pendant un instant, je pense qu'il est relativement réduit. Il servira certainement à gêner Sarkozy. J'espère, mais c'est une possibilité, qu'il ne négociera pas son silence, son retrait de la vie politique, en tout cas de la course à la présidentielle, contre son affaire judiciaire réglée, ce qui serait aussi une possibilité pour lui, parce qu'il a quand même créé de l'espoir chez une grande partie de l'électorat de droite. De Villepin est de plus en plus écouté par les électeurs de droite qui en ont assez des provocations du président de la République et de la façon de gérer l'État et de bousculer les institutions. Mais moi, je doute de la capacité de Dominique de Villepin d'aller au bout d'une démarche vers la candidature à l'élection présidentielle. Il ne faut pas oublier que Dominique de Villepin n'a jamais été élu, même pas conseiller municipal, donc il sort vraiment de nulle part. Enfin, il sort de nulle part au niveau des collectivités territoriales, collectivités locales. Je pense que ça sera, s'il veut aller jusqu'au bout, ça va être très difficile pour lui. Et pour l'instant, je doute qu'il veuille vraiment aller jusqu'au bout. Nous verrons sa capacité à être courageux. Nous verrons s'il met en œuvre, en fin de compte, son image actuelle de mousquetaire. Voilà en ce qui concerne Dominique de Villepin. Quant au président Sarkozy, vous avez compris mon opinion que j'ai de lui. Je pense que nous en sommes arrivés à un stade où c'est une insulte à l'intelligence politique des Français, que la provocation a assez duré, mais les Français sont respectueux de la démocratie. Ils feront jouer donc le vote sanction au moment opportun. Alors, Rémi, merci beaucoup. Nous sommes avec Rémi Offray et ce soir, j'ai eu le plaisir de le recevoir, syndicaliste, un ami que je le connais depuis longue date, un humaniste, on peut dire, un bon écrivain aussi. Alors, pour que tu te reposes un peu, hein, Rémi, avant de dire au revoir à nos auditeurs, on va prendre quelqu'un, un auditeur, Jean-Marie est avec nous. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre ami Jean-Marie. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, encore que j'ai pas tout écouté, j'ai pris en retard, mais ça arrive. Mais quand même, là, ce qui m'a fait un peu réagir, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai pris, j'ai entendu que quelqu'un qui parlait des guillotinés, qui était pour une bonne partie des artisans. Ben, effectivement, quand on va au cimetière de Picpus, on voit qu'une bonne partie des gens qui reposent à Picpus, ou le cimetière où il y a beaucoup de nobles, mais la grande majorité, ce sont effectivement des ouvriers et des artisans. Puis là, ce qui m'a fait un peu réagir aussi, c'est quand on parle du Conseil économique et social, corps intermédiaire. Bon, tout de suite, si je dis que Fodé-Silva a été à un moment donné promu et payé par ce corps, on va dire, Fodé-Silva, Jean-Marie, c'est normal, qui râle contre ça. Mais il y a aussi une chanteuse qui avait plus de sous, mais on lui a trouvé un poste au Conseil économique et social. Donc, je sais pas. Je voudrais quand même revenir sur Villepin, moi, de toute façon, il a beau être beau, belle prestance. Son discours à l'ONU était, moi qui étais contre l'invasion et la guerre en Irak, on va dire, tiens, il y a une association humanitaire qui était dirigée par l'épouse de Jean-Marie Le Pen, donc en autre Jean-Marie encore. Non, mais à part ça, je crois sans parler de l'affaire Clistream, je crois qu'il ne fera rien, et les gens de droite, il peut récolter un certain nombre de pourcentages, mais je pense qu'il n'a jamais été élu et qu'il ne fera rien et qu'il n'intéresse peu des gens de droite. À mon avis, ça sera, même s'il est promu dans les médias, ça sera même pas un Dupont-Aignan. Ça, c'est mon point de vue. J'ai entendu parler des retraites. Moi, j'ai un père qui est mort en 94. Il était né en 1921. Et je me rappelle d'ailleurs, il est rentré à ce qu'on va appeler la SNCF
avec des gens qui comment à midi avaient quitté parce que c'était tellement épouvantable, il fallait porter des charges de 120 kilos, etc. sur l'épaule. Et bon, il a été aide-grutier, il a été aide-manœuvre, des trucs comme ça. Puis finalement, il a été chauffeur et mécanicien, donc dans les locaux à vapeur. Mais le problème, c'est qu'il avait 25 ans et qu'il a été en retraite je crois, en 61, en 60 ou 61. Et il est décédé en 94. Donc, par rapport à, je sais pas, un chauffeur routier ou d'autres, il y a quand même un problème. Ah, Ça à voir. Alors ça, c'est le on premier. n'est pas opposé à ce que les chauffeurs routiers ils prennent leur retraite. Oui, mais alors qui va payer? Qui va payer? Oui, mais je vous le dis, ouais. Mais je Qui vais va vous dire payer? qui va payer, moi. Ouais, oui, le système par répartition, il y a mais qui Michel paye? Godet dit c'est un système Qui Madoff. paye? Et c'est bien ça. C'est bien ça. Non, qui paye dans le système par répartition? Il y a cotisation salariale, cotisation patronale. Mais les cotisations patronales, ils n'ont pas augmenté depuis 15 ou 20 ans. Bah oui, mais Tandis que les cotisations salariales, monsieur, elles ont augmenté. oui, Les non, cotisations patronales n'ont pas augmenté depuis 15 ou 20 ans. bah c'est ça, fait augmenter les cotisations patronales. Et puis Mais c'est ce qu'on veut. Vous parlez de comment... Moi, je le demande. Vous parlez de chômage, et ben comme ça, comment Mais vous charger rigolez. encore plus les entreprises, Mais vous rigolez. comme ça, elles couleront plus vite. Mais vous rigolez. Mais non, je rigole pas. Mais si, parce que les entreprises de services en France, d'abord, elles vont pas délocaliser. Elles auront toujours du travail, parce qu'il y a des gens qui vont payer les services, et ils vont payer les services 3% plus cher. Vous savez ce que ça représente, une augmentation d'1 ou 2 points d'une cotisation patronale? Ça va représenter une augmentation de 3% du prix? Mais monsieur, mais bien sûr que c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable, l'augmentation du taux de la cotisation patronale. Mais Je ne vous dis pas d'augmenter de 20%, mais je ne vous ai pas dit 20%. Mais pourquoi 3%, pourquoi pas 5%? Alors qu'il y a combien d'entreprises qui sont en faillite, justement, Mais attendez, à cause des charges sociales? Vous savez Les que entreprises par ne exemple, sont pas vous en savez- faillite à cause des cotisations vous savez, sociales. Qu'est-ce que vous dites? mais si. Mais Et non. vous savez, par exemple, Mais si non. vous prenez contribuable associé, le jour de libération du contribuable, ça a été le 24 juillet. C'est-à-dire qu'on Non, mais travaille attendez, pour les qu'est-ce- prélèvements Non, mais obligatoires. qu'est-ce que vous racontez de Mais cette si, c'est vrai. association? Moi, chaque fois, quand je fais une émission sur les retraites, il y en a un qui est commandité par cette association, c'est les contribuables associés. Oui, C'est une autre association comme Mouvement Initiative et Liberté, dont on sait d'où ils sortent. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. En Norvège, en Suède, ils ont le plus haut taux de cotisation patronale. Ils ont un taux de chômage à 7 ou 8%. Alors, me dites pas qu'il y a un lien entre le chômage et le taux de la cotisation patronale, parce que c'est faux. Il y a déjà le C'est problème, faux. c'est qu'en Suède et en C'est Norvège, ils ont quand même un peu réadapté la fonction publique, tandis qu'en France, on ne le fait pas. Voilà, grosso modo, pour Écoutez, l'essentiel. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Par exemple, il y a de plus en plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, alors qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Vous avez un gouvernement, Comment un gouvernement qui vous dit qu'on va supprimer un fonctionnaire sur 2 depuis 3 ans là. Mais est-ce qu'il le fait? Ah bah je sais pas, demandez-leur. Il le fait pas, malheureusement. Écoutez, moi Mais je pourquoi veux dire. vous parlez comment Ma position, vous c'est avez pas parlé qu'il y des a trop de paradis fonctionnaires, fiscaux. c'est qu'il faut mieux Vous les avez parlé des répartir. paradis fiscaux, mais c'est l'enfer fiscal que vous voulez. C'est l'enfer fiscal, c'est-à-dire que comment on travaille pour les prélèvements obligatoires, entre autres pour les permanents syndicaux, aussi entre autres pour la retraite. Vous dites que ça a été réformé en 2003, mais l'État paye encore plus parce que il privilégie aussi les régimes sociaux d'une certaine façon. Il a payé encore plus pour la SNCF. Vous savez, Indirectement, moi j'en ai bénéficié puisque mon père en a bénéficié. Mais c'est scandaleux quand même, Vous ça c'est savez des choses que à voir. l'État ne connaît pas exactement le nombre de ses salariés, vous le savez ça? Oui, Donc je sais, ne paye pas exactement le nombre qu'elle devrait aux caisses de sécurité sociale. La vérité, c'est ça. L'État ne connaît pas le nombre et donc ne paye pas le chiffre réel de ce que l'État devrait payer aux caisses. Le problème, c'est que les fonctionnaires et les régimes spéciaux payent sont beaucoup trop payés. moins que les salariés du privé et ont moins pour la même contribution de retraite. Ça, c'est une réalité. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'on va baisser les cotisations du public, donc on va baisser les conditions de retraite. Alors, au lieu que de faire remonter les gens du privé, on va baisser ceux du public, et on va arriver à quoi? Le problème, c'est qu'il faudra peut-être un peu plus d'égalité, et quand il y a un peu plus vous voulez d'égalité... l'égalité vers le bas?
non, quand il y a un peu plus... si. Oui, mais le problème, c'est que quand il y aura une faillite totale de la France et des entreprises, Non, mais alors elle est là, où, la faillite ça sera vraiment vers le bas. Vous avez vu ce qui Grâce s'est aux passé syndicalistes, ça sera vraiment vers le bas. L'an dernier, vous avez vu l'histoire des banques? Ça vous Oui. choque pas, vous? Vous êtes en train de me dire que le fonctionnaire français, le cheminot français, Vous avez vu il est trop vous avez payé. vu qu'elle rembourse quand même Il est les trop banques. payé. Vous avez vu qu'elle rembourse quand même les banques. Et Ouais. vous avez vu que, par exemple, vous avez parce vu que- à combien on leur a vous prêté? vous connaissez l'origine des subprimes? Mais c'est Oui. un mot qu'il faut pas dire, c'est-à-dire Oui. que aux États-Unis, comment on ne pouvait pas refuser l'acquisition d'un logement, en particulier aux minorités visibles qui ne pouvaient pas rembourser. C'est une des origines, mais ça, il Non, faut mais pas vous le dire. savez que certains ont prêté parce qu'ils savaient que les gens ne pouvaient pas rembourser. Bah oui, puis surtout, il fallait pas empêcher que des gens qui étaient insolvables, aient un logement, et en particulier aux minorités Mais visibles. ça- Mais ça, il faut pas Mais dire. ça, c'est faut pas la dire, c'est- responsabilité de l'État, ça c'est la responsabilité des marchés financiers, ça, monsieur. Ah bah non, quoi C'est la responsabilité des marchés financiers parce que c'est les marchés financiers qui ont marché. Fannie Mae, Freddie Mac, c'est pas des trucs d'État, non? Ah non. C'est aux États-Unis, non? Ah non. Ah non, mais non, c'est C'est privé, pas c'est des privé. institutions étatiques. Non, c'est privé. Non. Ça vient pas de l'État, ça? C'est pas des comment institutions étatiques. les lois sont pas d'État là-bas, à ce niveau-là? Freddie Mac, c'est pas une institution étatique en tant que telle, c'est pas une institution Oui, mais c'est étatique pas, fédérale. c'est pas comme Non. la SNCF. Vous allez dire c'est pas étatique, hein. Bien sûr, c'est Le pas problème, étatique. c'est que la SNCF maintenant, on lui demande des objectifs commerciaux. Bah Ça oui, veut non, dire- non, mais vous allez dire c'est pas étatique maintenant, c'est Ah, c'est si. quasiment privé. Non, Hein. non, je vais vous dire, le pire, c'est que à la SNCF, il y a des objectifs commerciaux, ce qui va signifier qu'on va supprimer, qu'on va fermer des gares, qu'on va supprimer les trains régionaux parce que les trains régionaux, personne ne veut les payer. Vous voulez pas les payer en tant que contribuable parce que votre conseil régional ne voudra pas les payer. On va fermer des trains, on va fermer des gares, mais en plus, vous allez vous plaindre. Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer. Bah oui. Bah oui, bah oui. Oui, non, mais il faudra peut-être aussi revoir un certain nombre de choses. Alors, vous dites, vous considérez que les fonctionnaires... Vous avez quel âge? les Vous avez cheminots. quel âge? Moi, j'ai 44 ans, je travaille depuis 28 ans, j'ai commencé à 16 ans, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais partir en retraite avec ce gouvernement-là. Ah, Maintenant, je vais vous dire, vous êtes en train de me dire que les fonctionnaires ont un régime de retraite trop favorable et les cheminots ont un régime de retraite trop favorable par rapport aux autres salariés. C'est ce que vous êtes en train de me dire. c'est une réalité, oui. Donc, mais le pro- Non, non. mais c'est une réalité. Attendez. Donc, ce que vous dites pour corriger cette inégalité, parce que en quelque sorte, vous dites Bah, ça, il faudra peut-être revoir Il faut un certain nombre de qu'on choses. descende. Non, non, mais oui, mais moi, Il faudra peut-être revoir. Moi, soyons je vois très pas. francs. Alors vous dites comment par un coup de baguette magique, on va quand même J'ai pas dit un coup de baguette on va magique. orienter les plus pauvres vers les plus riches. Mais le problème, c'est que Je vous dis, la source du financement, c'est notamment, il n'y a peut-être pas que cette solution, mais je vous dis notamment et principalement la hausse des cotisations patronales. Vous me répondez, on va taxer les entreprises, elles vont fermer. Moi, je il vous y a un réponds, certain nombre d'entreprises je qui vous peuvent réponds, plus payer. Il y a je- un certain nombre d'entreprises qui peuvent je plus vous payer. réponds, il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui ont des actionnaires. Les actionnaires, ils demandent 7, 8, 10, 12% de rentabilité. Au lieu d'avoir 12% de rentabilité, ils auront 8. Est-ce que ça va les faire crever? Je vous pose la question. La réalité des choses, c'est qu'on peut augmenter d'1, 2 ou 3 points la cotisation patronale. Ça va pas mettre grand monde en faillite, je vous l'assure. Et je suis même prêt à vous dire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. La France est le premier ou le second pays à recevoir le plus d'investissements directs étrangers dans l'Union européenne. Ça fait 10 ans qu'on nous dit la France est trop taxée, il y a trop de charges, les entreprises, il y a trop de charges sociales, c'est une honte, il faut absolument les baisser, les régimes de retraite sont luxueux. Eh bien, c'est dans notre pays, il se trouve que les étrangers placent le plus d'argent. Je parle des étrangers extra-européens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que les régimes de retraite sont trop généreux? Mais si vous prenez je sais pas, un fonds de commande de placement, un CP ou comment une SICAV, il y a une SICAV aujourd'hui, purement française, purement On m'offre européenne. 5%, Mais je peux vous dire. il y en a beaucoup qui sont mondiales. Hein. Voilà. Mais moi aujourd'hui, quand moi, petit épargnant de rien du tout, quand on m'offre un FCP, on me dit vous aurez 5% par an. Hein. Mais c'est pas du tout sûr. C'est pas du tout Ah sûr. oui, c'est même pas sûr. Oui, Par bah contre, voilà. c'est bizarre Mais que des c'est investisseurs bizarre. dans des entreprises... Vous parlez toujours des... Moi, je suis pas spécialement actionnaire, mais il y a pas longtemps, je crois que c'était le 4 septembre,
le CAC 40 était, c'était l'anniversaire, où il était à 6900, enfin près de 7000 points. Maintenant, il est autour de 3500 points. Donc, il a perdu la moitié de ses valeurs. Alors, je sais pas, là, vous croyez que comme ça, par une baguette magique, et vous croyez qu'il y a, il y a eu Madoff qui promettait 10%. Mais remarquez, Madoff, c'est aussi le système par répartition purement, hein, ça c'est, voilà. Non, Et c'est puis, un système pyramidal. Le système par répartition, lui, il n'a jamais fait faillite. Par contre, le système par capitalisation... Qui a été créé par Pétain, d'ailleurs, c'est marrant, ça, mais enfin en 41. Mais, le système, les caisses de sécurité sociale, la vraie assurance de retraite ont été créées par les lois de 1930. Oui, ça a été confirmé en 1945. Et je peux vous dire maintenant quelque chose, c'est que de toute manière... Les assurances sociales en 1930, c'était pas exactement de la répartition. Pas tout à fait. Oui. Et je vais vous dire quelque chose, c'était certainement pas de la capitalisation, ça c'est clair. C'était issu des bourses du travail. Il y avait un sens bourse du travail, donc il y avait un sens mutualiste, c'est une évidence. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que la répartition, elle n'a jamais fait faillite. Ce qui se passe en Suède sur les comptes notionnels, qui a une base de capitalisation, c'est une catastrophe, parce que votre retraite dépend du moment où vous allez la prendre. Vous m'entendez bien? C'est-à-dire que si vous prenez votre retraite au moment où il y a une crise financière, notamment en Suède, ce qu'on appelle les comptes notionnels, eh bien vous aurez une petite retraite. Si vous partez en retraite 3 ans plus tard, vous aurez une plus grosse retraite. Ça, c'est un scandale. Moi, je vous dis que l'une des solutions pour financer les retraites, c'est d'augmenter un peu, je ne vous ai pas dit d'augmenter de 10 ou 20%, mais d'augmenter un peu les cotisations patronales. Parce que l'augmentation de la cotisation patronale, on est convaincu que ça ne va pas créer de délocalisation, parce que de toute manière, on peut délocaliser le t-shirt, on n'en a plus en France de fabrique de t-shirts, et que de toute manière, les entreprises de services et de proximité ne délocaliseront jamais, et que les entreprises qui restent, de toute manière, il y a certaines entreprises de services qui délocalisent. Hein. Mais très peu. Mais regardez ce qui se passe en Inde, par exemple. À part le traitement informatique et encore, avec le bordel que ça pose, regardez les centres d'appel au Maroc. Osez regarder les centres d'appel au Maroc. Bah oui. Putain, non mais... Ouais, mais vous allez appeler pour trouver... je dis pas que c'est un restaurant. Oui, c'est pour ça que je dis, même pas, c'est pour ça que je dis que les entreprises de services qui délocalisent. Oui, mais reconnaissez la qualité du service. Ah après. bah oui. Reconnaissez les gens qui se barrent après du service quand ils ont affaire au centre d'appel au Maroc. Alors, je vais vous poser une question. Parce qu'il y a des activités qui ne sont pas délocalisables. Je vais vous poser une question, puisque vous avez parlé de Villepin, là, puisque on parle de la délocalisation des centres d'appel au Maroc. C'est vrai que quand on cherche un renseignement et puis qu'effectivement on voit la personne qui ne connaît pas du tout la France, mais alors, à votre avis, vous allez pour les futures présidentielles, là donc il faut déjà élire un candidat d'un parti, vous votez Gollnisch ou Marine Le Pen? Je suis pas de ce bord, donc je voterai ni l'une ni l'autre. Non, mais je vous pose la question. Non, mais maintenant c'est le problème. C'est le problème des militants du Front National, que je respecte parce que c'est des citoyens, et j'espère Je vais vous dire un mot quand même sur la... Mais moi, je respecte, ils voteront ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais vous dire, Gollnisch représente les catholiques intégristes, etc. Bon, tout le monde le sait. C'est un type d'une grande érudition, soit dit en passant, il est prof de japonais, il a fait des études formidables. Et une chose que vous ne savez peut-être pas, il l'a dit sur une radio, comment il descend de Flourens, de la famille Flourens. Vous savez, comment l'anarchiste de la commune, qui a été tué d'ailleurs... je pense qu'il a oublié, d'où il venait. Donc, mais c'est vrai qu'il a une part... De toute manière, vous savez, l'extrême droite a quand même une part d'anarchisme de droite, ça c'est clair. Hein. Ouais. Donc ça c'est une évidence. Mais il y a des gens, c'est le dernier point que je voudrais aborder, qui parlent de l'insécurité. Là, je fais peut-être avec retard, mais une revue de presse dans une bibliothèque municipale, et je suis tombé sur le Figaro quand même, 19-8, c'était au Tarteret. Donc il parlait de ces comment 3 mois avec sursis. Vous savez, on a enlevé entre autres le casque d'un policier, on lui a tapé dessus à coups de marteau. 3 mois, non pas avec sursis, ferme. Et puis l'autre, toujours d'origine africaine, dit le Figaro,
1 an dont 5 mois avec sursis, donc 7 mois ferme. Alors il avait déjà vol avec recel, conduite sans permis, agression aussi envers des policiers, et évidemment il n'y a pas de mandat de dépôt à l'issue du procès, donc 7 mois ferme, pas de mandat de dépôt. Et puis là j'ai appris comment qu'un des braqueurs au casino du Riage, que a priori un complice, il n'est pas incarcéré. Et puis là le même juge des libertés, c'est vraiment les libertés, vient de laisser en liberté quelqu'un qui a été repris pour évasion d'une prison dans la région de Grenoble. Oui, c'est le côté insécurité, quoi. Puis j'ai quand même parlé d'un petit papy qui voit 2 personnes après sa sieste ou pendant sa sieste qui le réveillent, qui crochettent ses volets. Il appelle la gendarmerie, il appelle les pompiers, puis finalement les 2 jeunes femmes entrent, il prend son fusil de chasse et il tire, il blesse les 2 personnes. C'était le 5 août, il est